Bienvenue sur ASAP, le podcast des personnalités inspirantes qui viennent partager avec nous leurs apprentissages en matière de sérénité et d'efficacité. Aujourd'hui, épisode 1, Morgane Soulier, fondatrice de Feel It, ou comment soulever des montagnes quand on est seul. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à liker ce podcast sur SoundCloud. Tu peux aussi t'abonner sur les deux plateformes. Je te retrouve en fin de podcast où je vais récapituler tous les apprentissages que Morgane a partagés avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Morgane Soulier, j'ai 35 ans et je suis la fondatrice de Feel It, un ensemble d'innovations pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires et digestifs. Donc Feel It, c'est un ensemble d'aides, c'est un blog et une communauté d'entraide qui existe depuis une petite année sur les réseaux sociaux. L'objectif de Feel It, c'est de pouvoir aider ces personnes et leur équipe thérapeutique à mieux comprendre la maladie pour mieux les prendre en charge. Un des dispositifs de Feel It, c'est une application qui a été lancée le 14 janvier dernier, donc il y a à peu près 2 mois, et qui compte déjà presque 10 000 utilisateurs. L'application permet aux personnes d'enregistrer au quotidien leurs repas et de les contextualiser, c'est-à-dire de noter avec qui elles étaient, où elles étaient, et ensuite de noter leurs ressentis corporels, leurs émotions. Lorsqu'elles échangent ces données avec leur équipe thérapeutique, les équipes thérapeutiques et même en fait les personnes elles-mêmes peuvent prendre du recul sur leur vécu et du coup mieux identifier à quel moment, avec quel type de repas, avec quel type de personnes, leurs symptômes sont les plus forts ou au contraire les contextes qui favorisent leur bien-être. J'ai fait des études de management. À la fin de mes études, j'ai travaillé pendant 8 ans. Et fin 2015, j'ai dû m'arrêter de travailler parce que j'étais beaucoup trop envahie par mes troubles alimentaires et digestifs. Donc j'ai pris la décision d'arrêter de travailler pour me soigner. J'ai connu toutes les difficultés qu'ont les personnes qui souffrent de troubles alimentaires à se soigner. Quand j'ai été hospitalisée, j'avais conscience que de très nombreuses personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont isolées et démunies face à leur maladie. Quand je suis rentrée à l'hôpital, j'ai eu la chance d'être hospitalisée dans un lieu où les plateaux repas étaient appétissants. Et du coup, j'ai voulu partager cette expérience avec les personnes qui n'avaient pas la chance d'être hospitalisées ou d'être prises en charge, ou en tout cas qui avaient des difficultés à identifier quels étaient les bons soins à mettre en place pour pouvoir se soigner. Puis aussi, je voulais moi me sortir de l'isolement parce qu'être hospitalisée, c'était j'étais très isolée et très seule. Et donc j'ai commencé à fédérer via les réseaux sociaux et via Instagram une communauté d'entraide qui aujourd'hui, tout comme l'application d'ailleurs, atteint les 10 000 abonnés. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais conscience que le combat était loin d'être terminé et que les médecins que je pouvais voir une fois par semaine ou une fois par mois n'avaient pas forcément conscience de mon vécu au quotidien, au jour le jour, et que du coup ça rendait plus difficile le suivi et la prise en charge. Donc c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de l'application Feel It, parce que j'ai mis en place un suivi un peu artisanal au quotidien avec mes médecins. Et en fait ça a eu un double effet. Le premier effet, ça a été qu'effectivement mon médecin avait une meilleure visibilité de ce que je vivais au quotidien et du coup en consultation, il pouvait mieux m'orienter et mieux individualiser ma prise en charge. Le deuxième effet, c'est que quand moi j'écrivais à mon médecin, les premières fois je devais réfléchir à qu'est-ce que je vais lui dire aujourd'hui, comment s'est passée ma journée, et en fait au fur et à mesure, au fil de mes journées, de mon quotidien, j'avais une visibilité sur « Ah ouais, en fait, là, c'est un petit peu pathologique » ou « Là, je vais mieux ». Et du coup, ça a eu un effet positif sur moi-même et sur ma prise en charge. Je me suis dit que si moi, ça m'aidait, parce qu'en 10 ans de maladie, c'est la première fois où j'ai plus perdu de poids hors hospitalisation et où j'ai pu reprendre une vie sociale et reprendre une activité professionnelle. Je me suis dit que si moi, ça m'avait aidé, il fallait pouvoir mettre à disposition cet outil au plus grand nombre et aux 8 millions, 10 millions de personnes en France qui souffrent de troubles alimentaires et digestifs. Au tout début de l'idée, j'ai eu l'impression vraiment d'être devant une montagne. Je n'ai pas de formation technique et construire une application, ça nécessite évidemment des gros développements techniques et des spécificités que je connaissais pas du tout. Donc en fait, j'ai structuré la construction de Feel It en plusieurs étapes. La première, ça a été donc Feel It, c'est un projet technique avec des spécificités liées aux données de santé. Donc il a fallu déjà que je comprenne comment fonctionnait ce secteur d'activité. Et c'est là que j'ai commencé à contacter un très grand nombre d'entrepreneurs dans le domaine de la santé. Au départ, je me suis vraiment focalisée domaine de la santé
Comment est-ce qu'on collectionne une donnée de santé? Quelles sont les spécificités? Quelles sont les obligations légales? Donc là, j'ai identifié des startups, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise que j'ai contactés. Et à ma plus grande surprise, de très nombreux entrepreneurs ont pris 1 heure de leur temps pour m'aiguiller, pour me donner les spécificités, pour m'orienter sur les différentes étapes qu'il fallait que je creuse avant de me lancer dans le projet. J'ai été agréablement surprise par cette communauté d'entraide entre entrepreneurs et de personnes qui prenaient vraiment du temps pour m'aiguiller, pour m'orienter et pour me conseiller. Je suis très matinale et le matin, j'ai un mode de fonctionnement qui est extrêmement productif. Donc je sais que le matin, très souvent, je vais rédiger des mails, je vais modifier des choses dans mes présentations parce que on est tous différents. Il y a des personnes qui vont plus être du soir, d'autres plus du matin. Et c'est vrai que le matin, j'avance énormément. Je m'impose des pauses finalement. Donc je me lève le matin, effectivement je bosse en général jusqu'à 12h30, 1h. Je m'impose de m'arrêter entre 1h et 2h et je m'impose le soir de m'arrêter autour de 20h. Alors un jour on m'a posé la question: quelles sont pour toi les conditions sine qua non pour lancer un projet? Et moi je dis souvent le célibat. Non, alors c'est vrai que au départ c'est très 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 chronophage et je consacre énormément de temps à mon projet. Surtout au début. Maintenant que le projet est lancé, que je suis à l'aise et que effectivement il y a des routines qui se mettent en place, je travaille beaucoup moins les week-ends, j'ai beaucoup plus de soirées qui sont consacrées à mes amis. Et on dit souvent que l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes émotionnellement parlant. C'est le cas. Mais en fait, vous vous relevez et puis avec le recul, vous vous dites « Ouais, mais en fait, cette expérience-là où je me suis dit « Ok, j'arrête le projet », c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai tourné le projet d'une autre façon. Et d'ailleurs, si j'avais continué dans la voie dans laquelle j'étais, mais c'était une grosse connerie, j'allais dans le mur, quoi. Plusieurs anecdotes. La première et la plus structurante pour moi, ça a été que comme c'est un projet dédié à la santé, j'étais convaincue qu'il me fallait un médecin pour m'accompagner sur ce projet et en tout cas être associé au projet. Donc j'en ai parlé à un médecin qui au début était favorable au projet, puis plus le projet prenait de l'ampleur, plus il s'y intéressait de façon absolument vraiment avec ses tripes également, avec ses convictions. Mais bon, il avait son activité médicale en parallèle, et moi je travaillais à 100% sur le projet. Ça faisait déjà quand même au moment où j'ai voulu créer la structure juridique, ça faisait 6 mois que je travaillais à temps plein vraiment sur ce projet, et lui il montait un petit peu en responsabilité, ou en tout cas en prise de connaissance du projet. Quand moi j'y accordais mes 18 heures par jour, lui il y accordait peut-être 1 heure par jour. Et au moment de créer la structure juridique, il a voulu être majoritaire dans le projet. Puis il a compris que majoritaire c'était peut-être un petit peu osé, et il a voulu y donner, il voulait pas lâcher en dessous de 40-45% du projet. Et puis la relation devenant très très conflictuelle, j'ai pris la décision de me séparer de ce médecin. J'ai eu 24 heures où je me suis dit mais là je peux plus continuer, c'est pas possible. Comment je vais faire, j'ai pas de légitimité, j'aurai pas d'ouverture auprès du corps médical. Et en fait, vu que j'avais déjà pris quelques contacts avec d'autres médecins, d'autres personnes qui étaient susceptibles de m'accompagner ou en tout cas de me conseiller, 24 heures après cette grosse baisse de morale, j'ai réfléchi à mes convictions personnelles de l'utilité de cette application, et je me suis dit, en fait, la force de cette application, c'est d'abord cette communauté qui existe sur les réseaux sociaux. J'avais déjà créé mes maquettes, j'avais déjà créé mon cahier des charges, j'avais déjà pratiquement contractualisé avec une agence, et donc je me suis dit, non, en fait, tu continues. J'ai continué, et là, des personnes avec qui j'avais été en contact, des médecins avec qui j'avais été déjà en contact par l'application, m'ont recontacté d'eux-mêmes en me disant « mais il faut que tu continues et on va t'aider à continuer le projet et à te mettre en contact avec les bonnes personnes ».
Comment les premières coupures de presse sont apparues ? J'ai eu la chance d'être mise en contact avec un homme formidable qui s'appelle Stéphane Bosque, qui est le président de la radio RFM, à qui j'ai parlé de mon projet et qui est une des premières personnes à avoir cru en mon projet. Il m'a mise en contact avec plusieurs personnes dans le monde des médias qui ont parlé du projet et d'effet boule de neige en effet boule de neige. D'autres médias, du coup, on a entendu parler comme ça. Aussi, j'interagis pas mal avec les journalistes parce que je me suis mis... Donc ça, c'est un des rituels, effectivement, dont j'ai pas parlé. Je me suis mis en alerte Google News des mots-clés. Troubles alimentaires, alimentation, nutrition, application, santé connectée. Voilà, pas mal de petits mots-clés comme ça. Et quand... donc, tous les jours à 17h, je reçois mon espèce de petite coupure de presse. Et quand je vois un article sur lequel je serais susceptible d'interagir, de rebondir ou d'avoir un avis à donner, je contacte le ou la journaliste. Donc sur 100 journalistes ou sur 100 coupures de presse sur lesquelles je rebondis, j'ai peut-être 1, 2, 3 retours, pas plus. Mais en tout cas, je pense que je pense que c'est ce qui fait que petit à petit, Philite commence à mon avis, à rentrer dans les esprits des journalistes. Alors, je suis une grande consommatrice, moi, des réseaux sociaux, comme je l'ai déjà expliqué de par ma communauté et tout ça. Et pour m'aider dans la construction de ce projet, je me suis intégrée, je me suis inscrite sur beaucoup de groupes via Facebook et via Slack. Donc je fais partie de nombreux groupes d'entraide sur Facebook ou sur Slack où j'échange régulièrement au quotidien avec des entrepreneurs de tout secteur d'activité. Et en fait, je trouve ça extrêmement enrichissant parce que sur une problématique donnée, c'est intéressant d'obtenir déjà des conseils et du partage d'expériences d'autres personnes, et en plus d'interagir aussi, de pouvoir... En fait, il y a comme une espèce d'émulation qui se crée, où quand toi tu as un problème, tu obtiens des informations, des conseils, et quand tu identifies un problème pour lequel toi tu peux avoir vécu ce problème et tu pourrais apporter ton aide, je trouve ça extrêmement riche de pouvoir échanger comme ça, interagir avec cette communauté qui finalement est mondiale. Slack est une mine d'informations, il y a des groupes d'entrepreneurs, des échanges d'articles, de bonnes pratiques, d'expériences qui enrichissent énormément. Par contre, j'ai récemment lu une citation de Michelle Obama qui m'a vraiment parlé, qui est « Il y aura toujours toutes sortes de personnes prêtes à vous aider, mais elles ne viendront pas taper à votre porte pour vous trouver. » Il faut être proactif, il faut faire les démarches, et un petit peu comme je le disais au début de notre interview, finalement, en fait, c'est exactement mon vécu, c'est identifier les personnes qui vont pouvoir partager leur expérience avec vous, qui vont pouvoir vous aider, vous aiguiller, mais allez les chercher et vous verrez qu'en fait ces gens-là, ils vous ouvrent très facilement leurs portes. En quelques mots, les apprentissages que Morgane a partagés avec nous. Elle a imaginé une solution pour elle-même qui a marché et est partie de cette expérience pour proposer son aide aux autres. Deuxième point, elle a demandé de l'aide et s'est montrée surprise par le nombre de personnes prêtes à l'aider. Troisième point, elle utilise les communautés en ligne pour aider mais aussi se faire aider. Quatrième point, elle privilégie les moments où son énergie est au maximum pour se pencher sur des tâches plus intellectuelles. Enfin, elle a rencontré des difficultés, mais a pris le temps de regarder ce qu'elle avait déjà construit pour repartir de plus belle. À bientôt pour un nouveau numéro d'ASAP.